Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec un académicien. Vous l'avez découvert l'année dernière sur vos écrans dans la Star Academy. Vous l'avez suivi, lui le chanteur à la guitare, un peu réservé, sensible et très drôle à la fois. L'artiste qui se révèle aux côtés de grands corps malades. Beaucoup de choses se sont passées depuis sa sortie de l'émission. On va en parler, puisqu'il dévoile en ce mois d'octobre son premier EP, Me voilà. Comment rebondir après une telle médiatisation pour concrétiser ses projets ? Lui, qui était à la base ostréiculteur. Vous connaissez ce mot ? Je ne le connaissais pas. Ostréiculteur, des huîtres à la Seine, ça me plaît. Il s'en est passé des choses. Votre coach du jour, c'est Victorien. Bonjour Victorien. Bonjour, comment ça va ? Super bien, je suis contente de te recevoir et en arrivant, j'entendais le rire, tes rires au bout du couloir. Tu es un être extrêmement joyeux. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Cette année 2024, il s'est passé énormément de choses et je crois que de plus en plus, j'ose, du coup. Et on avance très vite, très bien dans ce nouveau métier qui est le mien dans la musique en tant qu'artiste. Et donc, je me découvre, je me redécouvre. Et puis on essaie de faire des belles chansons. On avance très vite, on y reviendra parce que souvent on dit que c'est long, qu'il faut être vigilant, persévérant, patient. Et toi, justement, ça va très vite. On va parler du début. Tu es né à Fontainebleau. Quel genre d'enfance tu as eu ? J'ai eu une enfance à peu près classique. Franchement, jusqu'à mes 13 ans, j'habitais avec mes deux parents. Enfin, tout se passait plutôt normalement. On déménageait beaucoup. On a toujours eu un peu la bougeotte. Donc, tous les 3-4 ans, on déménageait. Donc, j'ai pas mal changé d'école et tout ça. Mais sinon, au-delà de ça, j'ai eu une enfance assez classique avec mes sœurs et mes parents. Un coup dans une maison, un coup dans un appartement. Des frères et sœurs ? J'ai deux grandes sœurs qui ont 5 et 8 ans de plus que moi. Je suis le petit dernier. T'es le petit dernier. Ouais, je suis le petit dernier. Et le seul garçon, c'est ça ? Et le seul garçon. Ok. Mais franchement, je l'ai bien vécu. J'étais hyper bien entouré. Bon, au début, j'étais un peu la victime de mes sœurs quand j'étais petit. Puis après, une fois que j'avais 12 ans, je pouvais me rebeller. Donc c'est bon, tout se passait mieux. Est-ce que tu viens d'une famille d'artistes ? Alors, à la base, non. Mais, mon père dessinait un peu, mais c'était tout. Et en fait, y a ma plus petite sœur, des grandes sœurs, qui elle dessinait aussi un peu et qui aujourd'hui elle a fait de l'art son métier. Elle est céramiste et elle fait de la vaisselle en porcelaine. Waouh. Tout fait main. Elle fait des objets de décoration, de la vaisselle, des lampes. Elle a fait plein de choses. Et du coup, elle a lancé sa boîte là-dedans. Donc maintenant. Elle s'appelle comment ta sœur ? Elle s'appelle Océane et sa boîte s'appelle Maison Graland. Voilà, Maison Graland. J'en profite. Ok, on va y aller. Non, et ouais, sinon, au niveau artistique, c'était à peu près tout dans ma famille. C'était plutôt une famille dans le social plus que dans l'artistique. Dans le social ? Dans genre le social. Assistant social ? Ma mère dirige des établissements pour personnes handicapées mentaux, je sais jamais trop comment le dire du coup. Et mon père, il est psychanalyste. Très bien. Donc, voilà, c'était très tourné vers les autres. Tourné vers les autres, en éveil de conscience. Complètement. Et vraiment... Relativement intellectuel, parce qu'en général, ce sont des gens formés. On va dire que oui. Non, oui, si. Mais on a surtout eu cet avantage d'avoir un peu la liberté de pouvoir aller où on voulait aller dans nos choix, où jamais on a été bridé, fait des longues études, fait ci, fait ça. C'était juste fait un truc qui te plaît. Alors ça, toi, justement, tu rêvais de quoi, enfant ? Quand j'étais vraiment jeune, je voulais être vétérinaire, comme 95% des enfants, je pense, qui veulent soit être vétérinaire, soit être médecin ou des trucs comme ça. Ça parle bien de l'enfance et de cette conscience auprès de la nature et cette belle conscience. Donc toi, c'était être vétérinaire. Je voulais être vétérinaire. Et du coup, j'ai commencé à faire en sorte que ça arrive. Et du coup, à mes 18 ans, je suis rentré en prépa
pour faire une école vétérinaire. Donc studieux. Non, pas studieux, mais j'avais des facilités. Du coup, ça passait toujours sans faire grand-chose. Mais il y a un moment où ça casse. Et quand je suis arrivé en prépa, en fait, je me suis rendu compte que la charge de travail et tout ce que ça représentait, c'était trop pour moi. Et en même temps, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment envie de faire veto parce que j'avais plus 8 ans. Donc c'était plus mon rêve. Et je savais juste pas ce que je voulais faire, donc j'ai arrêté. Du jour au lendemain, je suis juste plus retourné après les Waouh. vacances. Bah, je crois que je suis parti au ski avec des potes et puis je suis jamais retourné en cours. Ok, donc Victorien, un homme qui prend des décisions Bah, tout le temps. Tout se très passe sur un coup de vite. tête. Ah, je sens que ça... Ma vie est un coup de tête énorme. Ah ouais. Mais c'est trop cool, moi j'aime trop. Pouvoir me dire, ok, si demain j'ai envie de faire autre chose, bah, je fais autre chose. Enfant, est-ce que tu as ton premier souvenir artistique? Est-ce que tu as un souvenir comme ça, quelqu'un que tu écoutais, que tu regardais, un film au cinéma, une mélodie? Bah, je pense que mon plus gros souvenir artistique, c'est vraiment le Jacques Brel avec mon grand-père dans la voiture. Je pense que pas mal ont pu vivre, de ma génération en tout cas, parce que, avec leurs grands-parents, parce que c'était vraiment ce qu'ils écoutaient, quoi. Brel, Aznavour, Brassens, tous ces artistes-là. Donc c'est un peu, je pense que c'est un peu de là que tout est né aussi pour moi dans la musique. De Quelle par chanson ces de Jacques grands Brel? auteurs. Que ce soit, bah, c'est surtout les gros classiques, quoi. L'Amsterdam, la chanson des vieux amants, Ne me quitte pas, Madeleine, parce que ma grand-mère s'appelait Madeleine, du coup mon grand-père l'écoutait tout le temps. Enfin, toutes ces chansons-là, vraiment, de tout ce répertoire de Brel a été très, très fondateur dans ma musique. Tu banalises beaucoup, tu dis ouais, une famille classique, une enfance classique. C'est pas si classique d'avoir un grand-père qui, dans la voiture, te met du Brel et en tout cas dans mes Moi, témoignages, je l'ai vécu assez classique. Mais ouais, peut-être que c'est vrai, c'est peut-être pas commun. c'est pas si commun. Euh, donc là, tu rentres en prépa, t'arrêtes Mhm. d'un coup à l'autre et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que là, je me retrouve en février à pas savoir ce que je vais faire de ma vie. Et donc, je me dis, bah, ok, alors si j'arrête, faut au moins que je fasse quelque chose pour pas que mes parents ils me voient à rien faire de mes journées. Donc là, je me mets à bosser un peu en intérim, comme plein de gens de mon âge qui savent pas trop Mais là, quoi t'es faire. tout jeune, t'as J'ai 19 18, ans. ouais, 18, 19 ans, ouais, ouais, c'est ça, 18. Ouais. Et là, la musique, pour La l'instant, musique, tu n'écris pas, la musique, tu chantonnes j'ai même toujours pas. un peu écrit dans ma chambre, mais j'écrivais des poèmes. Ah, monsieur est Euh, littéraire. je Vétérinaire gratouillais, ouais, mathématique, mais littéraire à la fois. carrément. Mais après, je gratouillais un peu j'avais commencé à gratouiller un peu à la guitare à 16 ans. J'écrivais des poèmes, mais il n'y avait pas encore ce truc vraiment de musique Hmm. en moi. Enfin, c'était une occupation comme ça sur le côté. Et Jamais tu aurais pu envisager que tu te lancerais dans à la ce moment-là, musique. jamais. Intérim. Alors, qu'est-ce que tu trouves comme Je job? porte des cartons comme tout le monde. J'ai pris le premier truc que j'ai trouvé pour gagner 3 sous, pour pas trop m'ennuyer quand j'ai rien à faire. Et C'était pour, même pas pour vraiment gagner des sous, c'était pour ne pas bah, t'ennuyer. c'était pour faire quelque chose parce que j'avais 18 ans, j'allais pas rester à rien faire chez mes parents et à me faire entretenir. Enfin, à un moment, j'allais Est-ce pas que leur tu avais la infliger ça par mes pression de tes choix. parents? Non, jamais. J'ai jamais Rien? eu la pression. Ils m'ont toujours dit, faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas ne rien faire. Ok. Mais ils m'ont jamais dit, tu t'en vas de chez nous si tu travailles pas, quoi. Donc non, j'avais quand même une liberté à ce niveau-là où ils ont été très très cool avec moi et hyper compréhensifs. Donc merci à Tout eux est pour ça. toujours très cool, en fait. Ouais, grave. La rencontre avec la guitare, c'est quand? C'est à mes 16 ans, je devais aller acheter un livre avec ma mère, donc on est allé chez Cultura. Et là, j'ai croisé une guitare, enfin j'ai vu une guitare et je me suis dit, ok, il me la faut. Je savais pas pourquoi. J'avais jamais fait de musique, j'y connaissais rien. Ah, mais voilà une information oubliée et Une information importante. oubliée, c'est vrai. On est passé très vite à la suite. Non, et du coup, j'ai vu cette guitare et c'était genre 3 mois avant mon anniversaire. Et donc, j'ai un peu accéléré le temps et j'ai réussi à avoir mon cadeau en avance. Donc, j'ai rentré avec cette guitare. Et puis Ok. là, bah, ok, j'ai une guitare, je sais pas en jouer, qu'est-ce qu'on fait? J'ai ouvert YouTube et j'ai cherché des petits tutos pour commencer à apprendre. Et quand on dit Ça a que un tu peu es un marché. autodidacte à 100%, Ouais, complètement. t'as Complètement. jamais pris de cours si? Non, d'ailleurs, peut-être que je devrais. Non, non, mais c'est pas une blague parce que autant je sais m'accompagner, mais je suis pas un grand guitariste du tout. Genre, je m'accompagne juste. Vraiment, c'est très très simple. Mais ouais, pourquoi pas prendre des cours un jour justement pour rattraper tout ce que j'ai Mais est-ce qu'on pas. peut dire à ce moment-là que tu te passionnes pour la guitare? À ce moment-là, ouais, ça m'obsède vraiment. Je Ah, joue tout ça le temps. m'obsède Oui, vraiment. oui, vraiment. Ah oui. Oui, oui, parce qu'il y a ça. En fait, ça ouvre toute une autre perspective par rapport à ce que j'écrivais, qui pourquoi pas peut se mettre sur ces notes et du coup, ce qui va amener gentiment jusqu'au slam. Gentiment, des choses qui sont allées très très vite. En fait, ce qui m'intéresse aussi dans ton témoignage, c'est que on sent que tu es cool en fait. Il n'y a pas de pression. Pour l'instant, non.
dans le fait d'avoir arrêté tes études, de rencontrer une guitare, de te l'acheter sans se projeter. Parce que souvent, on a des artistes qui nous disent « je voulais absolument… En fait, c'est intéressant de recevoir ce témoignage où c'est cool. Quand on dit que le lâcher-prise ramène pas mal de chance, là, t'en es le… Ouais, complètement. Tu en es le… Non, mais c'est vrai, ouais, le témoin. je me suis jamais mis la pression par rapport à ça. Mais peut-être parce qu'il y avait un truc facile aussi par rapport à mon contexte de vie, c'est que je pouvais squatter chez mes parents, j'avais pas de deadline où il fallait que je parte, que je gagne ma vie, que je fasse quelque chose. Là, j'étais un peu dans la facilité où, ok, si je voulais apprendre la guitare, je pouvais apprendre la guitare, et puis je faisais un mi-temps en intérim à côté, et puis voilà. Et c'était vraiment confort. Et puis sans pression sociale. Parfois, on est dans des injonctions où on te dit il faut que tu aies un travail, il faut que tu te maries. Ça, c'est joli à entendre et c'est rare. Comme quoi, cette liberté, ça donne l'opportunité aux gens de se développer et de prendre des chemins, le chemin du possible. C'est chouette de l'entendre. Par contre, il y a un truc, moi, c'est petit à petit, tu envisages et imagines que tu peux mettre en mélodie tes poèmes, c'est ça? Ouais, complètement. Et quand est-ce que tu t'essayes? Ça arrive assez tard, hein, ça arrive pendant le confinement. Ok, ce confinement. Ce confinement, Ce confinement. Il a été horrible, mais hyper bénéfique à plein de gens pour plein de mais choses. Mais ça a transformé des vies, ça a je pense que ça a lancé des carrières. Plus que ça a vraiment transformé la façon de fonctionner de tout le monde, au-delà de changer la vie, quoi. Mais ouais, ça se passe pendant le confinement, comme tout le monde, je m'ennuie. Mais attends, avant le confinement, tu étais déjà ostréiculteur. Ouais. Tu vas trop vite. Ok. Victorien, t'es rapide. Pardon. Ok, alors, parce que ostréiculteur, est-ce que vous savez ce que c'est que l'ostréiculture? Moi, oui. Non, toi, je sais. Mais ceux qui nous écoutent, raconte. Alors, ostréiculteur, c'est assez simplement, c'est celui qui élève des huîtres. Donc voilà, mon métier était d'être producteur d'huîtres. Et pas que, mais comme c'est le terme le plus connu, c'est celui que j'emploie. Mais je faisais aussi. Raconte. Comment ça arrive l'ostréiculture? Du coup, au moment où je suis en train de bosser en intérim, je me dis ok, c'est cool les cartons, ça me rapporte quelques euros, mais à un moment, il faut que je fasse quelque chose qui me plaît. Et donc du coup, je me pose pas mal la question de qu'est-ce qui m'intéresse. Trouver du sens. Et je sais qu'il y a toujours eu cette attraction pour la mer, pour le milieu aquatique, marin, pour l'eau en fait, vraiment pour l'eau et tout ce qui se passe dedans. Et donc du coup, je cherche un peu tous les métiers qui peuvent être dans ce domaine-là. Et donc je tombe sur une fiche sur l'ostréiculture. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment de la création avec les mains parce qu'on donne vie à quelque chose. C'est pas de la sculpture, mais on va vraiment créer un produit de A à Z avec les mains en adéquation avec la nature. Tout le monde travaille ensemble et je trouvais ça trop beau comme concept. Et donc du coup, je me suis inscrit dans un lycée maritime pour faire un BTS en aquaculture du coup. Donc c'est vraiment tout ce qui touchait à l'eau. Et j'ai trouvé une alternance dans une toute petite ferme du côté de Sète. Et ça s'est trop bien passé. Et au bout de 2 semaines, j'étais trop bien, j'étais à ma place. Trouver sa place. Donc en fait, tu quittes la maison et tu t'installes et tu deviens ostréiculteur. Exactement. Et au moment du confinement, tout s'arrête, c'est ça? Alors, il manque encore un épisode. C'est qu'au moment du confinement, moi, c'était considéré comme les métiers essentiels, comme on était producteur de nourriture, en fait. Ah, donc ça continue. Donc moi, je continue. Sauf que 4e ou 5e semaine du confinement, petit mal de ventre. Et en fait, j'ai fait une petite crise d'appendicite pendant le confinement. Donc le moment où tous les hôpitaux sont un peu saturés. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. J'ai dû y aller 3 fois avant qu'ils me prennent en charge. Ok. Et donc du coup, la 3e fois, ils ont dit on a 1 heure pour t'opérer, sinon c'est compliqué. Donc là, je me fais opérer. Et puis après, je repars en petite convalescence chez ma mère pendant 1 mois. Et donc c'est là que tout commence. Que tout commence pour de vrai. Alors ça commence comment? Ça commence comment? Du coup, j'ai eu 1 mois et demi à tuer, comme beaucoup de gens. Et donc, j'avais la chance d'avoir une vieille guitare qui traînait chez ma mère. Donc, je me mets à jouer. Et là, mes textes commencent aussi un peu à se mettre sur la guitare, tout ça. Et puis, je me dis, OK, il y a un truc cool qui se passe. Et c'est le moment où TikTok commence à fonctionner vraiment fort en France parce que le confinement... Tu n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux? Non, jamais. Je suis vraiment pas
Non, je suis vraiment pas quelqu'un des réseaux à la base. Bah, en fait, j'imagine un Attends, j'arrive pas à le dire. Moi, ce mot, il est trop compliqué. Quelqu'un tourné vers la nature, l'eau, la genèse de la vie. On t'imagine pas en train de faire des selfies, des TikTok, etc. Non, très peu. Donc, très loin de tout ça. Bah, j'étais consommateur comme beaucoup de monde. Comme tous les gens de ta génération. C'est ça, comme plein de gens, mais j'étais pas forcément créateur à ce moment-là. Mhm. J'avais pas forcément cette volonté de me dire, ok, je vais mettre en scène ma vie pour des inconnus. Mais alors, comment ça t'a pris, l'envie du coup, d'aller sur TikTok? Bah, du coup, je faisais de la guitare, puis en me baladant, je voyais qu'il y avait plein de gens aussi qui faisaient de la musique sur TikTok. Donc je scroll, puis je me dis, bah ok, je peux essayer aussi. Première vidéo, c'était une catastrophe. Je mettais des filtres horribles pour pas qu'on voit ma tête. Je mettais des emojis sur ma tête. Du coup, tout le monde s'en foutait, personne regardait et ça faisait 30 vues. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis dit, ok, vas-y, enlève tout, mets la vidéo. Et puis, Personne te conseille? Non, je suis vraiment T'es tout dans seul ma dans ta chambre. chambre. Ouais, complètement. Et quand tu le fais avec quelle intention? Absolument aucune. En fait, je sais pas. Rien n'est prévu. Non, je pense qu'il y avait peut-être une petite recherche de reconnaissance aussi, forcément, à un moment, sur peut-être une quête de validation par rapport à ce que je faisais, ou juste me dire, moi, je trouve ça bien, ça se trouve, c'est pas objectif du tout. Ou alors tu voulais partager ce que tu faisais C'est à possible. ton public aussi. Je pense qu'il y avait un truc inconscient qui faisait que juste, ouais, je voulais savoir ce que les gens en pensaient, mais il y avait aucune volonté de plus, quoi. C'était pas, ok, je veux que ça explose et que ça devienne ma vie, quoi. Alors Victoria, pour tous ceux qui nous écoutent, j'entends que tu es un autodidacte en guitare, que tu t'es lancé dans l'écriture d'une façon inspirée, poétique. Quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui fredonnent, qui rêvent de se lancer dans une carrière artistique dans la chanson et qui n'ont pas les moyens justement de se payer un cours de guitare ou se payer des cours de chant? Comment c'est possible? Comment tu écrivais? Comment tu te souvenais de tes mélodies? Franchement, c'est une question qui est super dure. Comment j'écrivais en général, je mettais tout ce que j'avais dans la tête, je mettais juste des mots. Puis après, tous ces mots-là, je me disais, ok, bah, ce groupe-là va bien ensemble. Et si on en faisait quelques phrases, puis de trouver des rimes et tout ça. Mais ça vient quand même assez naturellement. Enfin, des fois, j'ai des chansons de 3-4 minutes qui s'écrivent en 1 heure, voire moins d'1 heure. Donc c'est assez dur pour moi de donner des conseils. Je m'estime pas du tout légitime parce que j'ai pas de routine de création où je me dis, ok, je me mets dans le noir, je me mets pour écrire. C'est vraiment, ça va arriver à des moments où des fois je suis dans le métro et puis c'est maintenant et je prends mon téléphone Une et inspiration. j'écris et voilà. Ça me rappelle ta prépa de veto où je te dis plutôt mathématicien et tu te dis bah non, j'avais des facilités. En fait, ce sont des facilités. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai. Voire un immense talent. Ça, on va dire des facilités. Ok, donc là tu commences sur TikTok, tu connais rien à l'algorithme, tout ça est toujours très inspiré. Ouais, et là à ce moment-là, je fais surtout des reprises. J'ai pas encore l'audace de mettre mes chansons et mes mots à des gens que je connais pas en fait. Ok. Donc là, je fais pas mal de reprises et je crois que au bout de quelques jours, il y a la première pour moi qui explose, alors qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas du tout ça explosé, qu'elle a fait 2000 vues. Et pour moi, c'était la folie. J'étais là en train d'aller voir ma mère, je me disais regarde, il y a 2000 personnes qui ont vu ma vidéo. Et en fait. Et ta mère, elle dit quoi justement? Ma mère, elle dit c'est cool. Mais à ce moment-là, c'est rien. Il y a rien, juste elle est là. C'est cool, ok. Ok, cool. Bah, tant mieux, c'est bien, c'est super, continue. Et en fait, ouais, c'est assez. Tout est nouveau, quoi. Donc pour moi, c'était la folie. Et du coup, j'ai continué. Et pendant tout ce mois et demi qui me restait de confinement. Et après, j'ai continué encore pendant 3 ans, quoi. Pendant 3 ans. Tu te lances uniquement sur TikTok ou déjà Instagram? Non, c'était vraiment TikTok et rien ne pouvait amener vers mon Insta et rien ne pouvait amener de mon Insta à mon TikTok. Ah ok, donc en fait, tu avais ton Insta pas mon nom victorien et ton délire créatif TikTok. Ouais, il y avait mon nom nulle part, je voulais pas que les gens le sachent. En fait, je voulais pas que les gens que je connais puissent tomber dessus. D'accord. Je sais pas, pour moi, c'était presque honteux d'aller partager ça. Et le milieu artistique, le casting, la télé-réalité, la Star Academy, tu regardais, tu connaissais, tu t'intéressais? Moi, la dernière Starac, je pense que j'avais 6 ans, et c'était parce que ma mère regardait, quoi. Donc, c'est maman qui regardait? c'était maman et mes sœurs, quoi. Mais
moi j'étais là, quoi. Je voyais. Jamais tu aurais pu imaginer. Ah non, pas du tout. Mais elle non plus, je pense. T'as jamais pris un cours de chant, on l'a compris, mais de danse ou de Non, comédie. j'ai fait du patinage artistique quand j'étais petit, D'accord. mais pas de danse. J'ai arrêté juste avant de devoir m'y mettre. J'aurais peut-être dû continuer d'ailleurs. Ok. Comment, alors, tu es repéré sur les réseaux sociaux. Quand on pense à toutes ces personnes qui rêvent de se lancer dans le casting de la Star Academy, on en reçoit beaucoup sur casting.fr. Toi, on vient de chercher. Comme quoi, il est fondamental de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Faites-vous connaître. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais sans trop réfléchir, c'est ce que j'entends. Bah, je pense que si tu réfléchis trop, tu le fais plus naturellement. Il y a en beaucoup de fait. personnes qui rêvent d'avoir du succès sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça se réfléchit justement, le succès sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une méthode, une tactique? On a reçu Yann, ce qui nous a dit pendant le confinement, justement, j'ai balancé des vidéos et j'ai vite compris l'algorithme. Il l'a étudié, il l'a réfléchi, il a enquêté, il a recherché. Est-ce que ça a été ton cas? Ah non, moi j'ai jamais rien compris. À chaque fois que je pensais faire une vidéo bien, ça a flop. Et à chaque fois que je me suis dit, allez, je balance, ça a marché. En fait, j'ai jamais compris et du coup, c'est ultra imprévisible. Et maintenant, je mets. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, bon, je vais en remettre une autre plus tard et puis ça marchera. Mais j'ai jamais réussi à comprendre. Sur Casting Call, de nombreux témoignages, je pense à Sarah Schwad, par exemple, qui nous raconte qu'elle passe entre 4 et 5 heures de montage sur une vidéo. C'est ton cas? Non. Ah non, moi je filme et je poste. Il n'y a pas de montage. Détente. Ouais, bah surtout sur une chanson, c'est dur de faire un montage, quoi. Enfin, tu peux pas couper la phrase du milieu parce que t'es un peu moins bien dessus. C'est ton talent qui parle. Donc là, sur les réseaux sociaux, on te contacte. Ouais, après un live, on me contacte en me demandant si de passer les castings, ça pouvait m'intéresser. Tu l'as pris au sérieux. Ouais, parce que j'avais déjà eu pas mal de... Enfin, j'avais eu déjà quelques messages comme ça pour d'autres émissions, pour un The Voice, j'avais une N'oubliez pas les paroles aussi. T'avais pas Enfin, donné j'ai suite. toujours dit non parce que, en fait, à ce moment-là, ça m'intéressait pas tellement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je reçois ce message de la Starac, moi, je devais quitter mon travail pour partir en Nouvelle-Zélande à l'automne qui arrivait, donc au moment où la saison commençait. Et j'avais pas Ok. encore pris mes billets, pas encore pris mon visa, mais je devais partir en Nouvelle-Zélande pendant un an pour faire le tour du pays en van, vraiment aller faire une pause. Parce que j'avais 20... Victorien, l'art d'être libre. On Non, est mais d'accord. j'avais 23 ans et j'avais rien vu vraiment de ce qu'il y a autour de moi. Et j'avais déjà mon CDI depuis 2 ans. Enfin, tout était allé très vite, même si j'adorais ma vie. Il manquait des choses, T'avais envie de quoi. partir en En fait, van il un fallait... an en Nouvelle-Zélande en normale, fait, je quoi. pense qu'il fallait qu'il se passe quelque chose de très différent dans ma vie. Ok. Et du coup, quand on m'a contacté pour l'émission, j'étais moyennement chaud au début. Et en fait, après, en parlant avec mes proches, ils m'ont dit essaye, t'as rien à perdre. Ouais, mais t'as pas choisi le plus facile. Parce que la Star Academy, ça implique quand même Ouais. chant, danse. C'est quand même. Ouais, mais à la fois, c'est le truc qui me parlait le plus parce que ça montre l'artiste en lui-même et pas juste sa voix. Enfin, il y a une vraie découverte de la personne et de C'est l'humain. intéressant. Ça veut dire que tu te sentais déjà artiste. Bah, L'artiste est né à ce à partir du moment-là. moment où j'écrivais des chansons et que je les chantais moi, enfin, où je chantais mes propres chansons, alors après, plus ou moins bon, hein, l'artiste, mais je m'estimais avoir au moins un côté artistique, quoi. D'accord. Donc l'estime et la confiance en soi, en tant qu'artiste, elle est déjà là. Ouais, carrément. Carrément. Mais après, de là à le revendiquer, j'en étais pas là non plus. Est-ce qu'on a besoin de le revendiquer? C'était la première fois que tu passais un casting? Ouais. Ok. Donc comment tu te prépares pour aller à ce casting? Quand je me prépare, déjà, j'essaye d'apprendre une choré qui est catastrophique. Enfin, Ok. la choré est super, hein, mais quand c'est moi qui l'a fait, elle est catastrophique. Mais tu t'es préparé à la Corée? Comment ça s'est passé pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas? Pour ceux, On alors, donne rendez-vous au en gros, casting. on te donne rendez-vous, tu remplis un formulaire. En fait, la première étape du casting, c'est d'envoyer 2 vidéos, une en chantant en français, une en anglais, et une vidéo de danse, et une vidéo de 3 minutes de présentation. Donc là, tu envoies ça. Après, donc ça, c'est la première phase. Après, s'ils veulent te voir en vrai, là, ils t'appellent. Donc là, la première phase, il y a 20-25 000 personnes qui... 20-25 000 personnes, vous Je avez crois- entendu? Je crois que c'était 20 000, nous, notre année, quelque Ouais, chose comme ça. Je ouais. pense qu'il y a dû en avoir le triple cette année. Mais je crois qu'on était 20 000. Et donc là, ils t'appellent pour te demander si tu es OK pour aller à Paris passer les premières auditions en réel. Et là, je crois qu'on était 180. Donc déjà, moi, c'était fou. Et là, sur cette étape-là, pareil, on a une chanson en français, une chanson en anglais et une choré qui est imposée ce coup-ci.
Donc c'est pas juste une vidéo dans mon salon. Une choré imposée qu'on choré t'avait imposée. envoyée en vidéo. Qu'on nous avait envoyé en vidéo, il y avait 2 chansons possibles et 2 chorés et on choisissait celle qu'on voulait. Tu t'es entraîné dans ta chambre tout seul? Ouais, pas assez, je pense. T'as pris des cours? Non. Une coach? Non plus. Maman qui t'aide? Non, je pense que vraiment il fallait que personne me voie à ce moment-là. C'est génial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'audition en elle-même, au bout de 2 secondes, j'avais plus la choré. J'ai fait un cours d'aquagym devant le jury. C'était un enfer. C'était la minute la plus longue de ma vie, mais à la fois ça rigolait en face. Du coup, moi je rigolais, je tournais sur moi-même, je tapais dans les mains. Puis Donc, c'est passé. en fait, alors, est-ce que tu as eu du stress avant d'aller à ce casting? Ah ouais, bien sûr. Ah ok, tu me rassures. Ah non, j'étais avec toi, tétanisé. tout semble si Non, facile. j'étais Ok. tétanisé. Rassure-nous pour nos auditeurs qui se disent bah, j'y arriverai jamais. Ah Ok. non, j'étais Donc dis-nous. tétanisé. Tétanisé. En plus, c'était la première fois que je chantais dans un micro. Enfin, c'était Face à un public. Face à un public. Sur un plateau. Ouais, complètement. C'était. En termes de. Enfin, le casting. Puis moi, je m'étais dit, le casting, ils vont être 4, 5. J'arrive, il y avait 60 personnes dans la salle. Et c'est un théâtre où tu as les lumières sur toi, tu vois juste des silhouettes, mais pas vraiment ce qui se passe. Donc c'est assez Tu montes à particulier. Paris? Ouais, complètement. Tout seul ou accompagné? Bah, moi, j'ai mon père qui est resté à Fontainebleau et ma mère qui habite dans le sud maintenant, du coup. Et donc, moi, je suis monté et je suis resté chez mon père, mais je tenais à y aller tout seul. Sinon, j'aurais été imbuvable avec les personnes qui étaient avec moi. Non. Par contre, quand je suis stressé, je suis très désagréable. Du coup, ma sœur pourra en témoigner, elle qui m'accompagne des fois sur certains trucs. J'ai pas toujours été très cool. D'accord. Mais okay. Donc tu es tétanisé, tu arrives dans une salle où il y a plus de 60 personnes, les lumières dans 60, les yeux. 60, j'abuse peut-être un peu. Bon, peut-être beaucoup de personnes. Une grosse vingtaine, on va dire. Ok, enfin 20, 60, beaucoup de personnes. Et ton aquagym a fait rire. A fait beaucoup rire. Comme quoi la singularité et oser révéler sa véritable nature, ça fonctionne. Ah bah là, là j'ai été moi-même. Là. Je pouvais pas être quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et t'es allé jusqu'au bout de la chanson? On avait 1 minute. Il y avait Ça peut être long. C'est très long, 1 minute. C'est un peu comme devant le micro-ondes, c'est très très long. Bah, là, c'est pareil, sauf qu'il y a 20 personnes en face pendant qu'on tape dans les mains. Donc, mais après, bon, ça s'est bien passé. Eux riaient, moi je riais. Donc à la fin, on en a ri tous ensemble. Et après, du coup, là, à ce moment-là, tu sors de la salle une fois que tu as fait tes chansons et cette petite choré. Et là, tu passes une interview qui dure 1 heure. Et après, tu repars. Et puis là, tu sais pas ce qui se passe. Et 1 mois après, on me rappelle pour me dire on fait une dernière audition. Est-ce que tu veux bien venir? Donc là, on était une trentaine, je crois. Et là, c'est une chanson imposée, juste un one-shot. Tu chantes ta chanson et 3 semaines après, on a eu les réponses. Et donc, Alors, dis-moi la vérité. Est-ce que ce mois t'a semblé long? Est-ce que tu attendais l'appel ou t'étais passé à autre chose? En fait, le truc, c'est que plus ça avance, plus on y croit. Donc chaque jour, on y croit un peu plus. Et puis après, ce qui est bizarre, c'est que sur un mois, les 3 premières semaines, tu vas y croire de plus en plus. La dernière semaine, en fait, vu que tu sais pas quand tu auras la réponse, ça fait un peu une montagne russe où un coup, tu te dis « Ah, mais s'ils m'ont pas encore appelé, c'est que c'est bien, c'est qu'ils... » C'est ta personnalité qui est comme ça, parce que tu es. Mais on l'a tous vécu comme ça quand on s'en est parlé, tout le monde le vivait en mode plus. Mais c'est d'un ça devient long. Positivisme incroyable. Non, mais après, il y avait aussi ça devient trop long, c'est que je suis pas pris. En fait, il y a ces... Okay. Oui, non, il y a ces 2 phases. Ouais. En fait, on avait tous un peu ce truc où on savait pas, et puis un coup, on se disait « Ah, c'est bien ». Un coup, on se disait « Ah non, mais c'est sûr que je suis pas pris, enfin, c'est trop tard. » C'est mort. Et en fait, non, c'est passé, et ça s'est bien passé. Jusqu'au jour où on t'appelle, et en novembre 2023, commence l'aventure. Tu intègres le château. Comment tu l'as vécu, cette aventure? Moi, franchement, je l'ai super bien vécu. J'ai pas eu de... Autant je pensais que j'allais avoir plus de problèmes d'intégration, enfin, d'assimiler le concept de l'émission et d'être à l'intérieur. Et en fait, non, ça s'est trop bien passé. Moi, dès le début, j'étais hyper... Enfin, je me sentais bien. J'étais avec des gens que j'appréciais énormément. Le concept, il n'a pas été si dur que ça pour moi, comme expérience à vivre en tout cas, au-delà de tout l'effort qu'il fallait mettre pour réussir. Ça, c'était très compliqué parce que c'était beaucoup de travail. Mais l'aventure en elle-même, elle n'a pas été violente pour moi. C'était beaucoup de travail. Donc, c'était énormément de travail. Quelque chose qui a toujours été facile et doux, inspiré et intuitif, là, tu as une rigueur de travail imposée. C'est important de le dire, à la Star Academy, souvent les gens le voient comme une émission de divertissement, mais derrière ça, il y a beaucoup de travail. Est-ce que tu peux nous raconter quelles ont été les ressources que tu as dû mettre en place justement pour vivre ces 5 semaines? Alors déjà, moi, j'avais aucune rigueur de travail. Moi, vraiment, non, mais je sais pas, je suis pas rigoureux du tout dans mon travail.
Et donc, du coup, pour moi, ça a été très compliqué de me forcer à apprendre ma chanson. En fait, j'ai un peu le Mais truc. t'étais obligé ou Ah pas? oui, oui. Bah, enfin, t'es obligé. Si tu le fais pas, tu te plantes, quoi. Ok, donc tu le faisais. Donc bien sûr. Mais en fait, j'ai un Ok. peu ce truc de tout au dernier moment. Donc, en fait, la chanson, des fois, il me manquait des paroles dans le bus pour aller au prime, quoi. Donc, j'étais comme ça sur mon texte. Ah, non, 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 Et ok, ça fonctionnait. à peu près. Mais ouais, ouais, non, ça fonctionnait plutôt bien en général. Mais c'est vrai que c'était tout un travail à faire pour apprendre à travailler, en fait. Et Justement, quelles ont été les ressources que tu as dû mettre en place? bah, La rigueur, oui ou non alors? bah, la rigueur de plus en plus, du coup. Ok, Et ça, donc c'est ça cool. t'a appris la Ça m'a vraiment rigueur. appris ça. Et puis, j'avais l'avantage d'être avec une promo qui était très travailleuse. Donc, en fait, bah, quand t'es 13 et que tu vois les 12 qui sont en train d'apprendre leur chanson, tu te dis, bah, c'est pas normal si je suis pas en train de le faire. Du coup, bah, tu le fais. Et en fait, ça vient naturellement comme ça. Mais je pense que le groupe m'a beaucoup aidé dans tout ça. Et à la fois m'a beaucoup aidé aussi techniquement, mais aussi dans cette rigueur à avoir. 5 semaines, puis l'élimination. Comment tu l'as vécu? Bah, l'élimination en elle-même, c'est pas le plus dur. Ah ah, En fait, d'être éliminé, c'est normal. Enfin, ça arrive. ok. Ça... Pour le téléspectateur, des fois on se dit, ah les pauvres. Non, en fait, ce qui est bizarre, c'est que comme tu es dans une bulle à ce moment-là, juste, en fait, ce qui fait peur, c'est de pas savoir ce qu'il y a après. C'est pas de sortir, parce que sortir. C'est le retour à la vie normale et Ouais, et la médiatisation. sauf que cette vie normale, on la connaît pas. Parce qu'en fait, notre vie a changé sans qu'on le voie. Et du coup, en fait, on découvre une autre vie qui est la nôtre, mais qui n'est pas celle qu'on connaissait de nous un mois Mais avant. tu t'y étais préparé à ça? Tu as pensé à ça? Bah, en fait, on y pense quand on est à l'intérieur. Ah, Parce qu'on n'a pas de téléphone, on n'a rien, du coup, on pense beaucoup et on en parle entre nous. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dehors, en fait? Parce que vraiment, on dirait que c'est un nouveau monde. Et en fait, c'est une nouvelle vie, directement. Sauf qu'on ne sait pas de quoi elle est faite. Donc, c'est plus ça qui fait peur, plus que de sortir. ça fait peur ou c'est plutôt réjouissant, voire Non, franchement, ça excitant? fait peur. Ah ouais? Ah, ah, Peur? Quand tu es à l'intérieur, ça fait peur. Parce que tu as un truc facile quand tu es à l'intérieur où tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de problème, en fait. Ta seule problématique, c'est d'apprendre ta chanson. Ok, donc on a Donc, en peur de fait, quoi? on a peur que ça n'ait pas suffi à convaincre le public, à convaincre des pros, à convaincre, bah, ouais, vraiment à convaincre, quoi. Parce que on y va tous pour en faire notre métier, qu'on soit honnête. La peur est un besoin. En fait, ce dont tu avais besoin, c'est que ça fonctionne et Bien que sûr, cette médiatisation soit réelle. bien sûr. Et alors, quand tu sors, justement, qu'est-ce qu'il en est? Et ben, moi, j'ai eu de la chance, ça s'est super bien passé. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce que j'ai pu montrer et qui étaient conscients de où je voulais aller par la suite. En fait, c'était surtout ça qui me faisait peur. C'était que les gens s'attendent pas à autre chose de moi que ce que je voulais faire. Hmm. Et donc, en fait, à ce moment-là, au moment où je sors, je sais qu'ils attendent le bon projet de moi. Et donc, moi, ça me rassure. Et donc, derrière, je sais qu'on peut direct enclencher la suite et commencer à faire des chansons. C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent on dit et on entend que être un artiste, ce n'est pas attendre qu'on vienne vous chercher, c'est à vous de proposer des projets. Mais là, dans la Star Academy, vous avez comme une intention de médiatisation qui va te donner le tampon pour te lancer dans une carrière artistique. Ça veut dire que ces 5 semaines t'ont permis de travailler et de mettre en place cet objectif qui est de celui de je suis artiste, je vais en faire mon métier, c'est ça? Bah, à ce moment-là, c'est la seule chose dont on a envie, c'est que quand on sorte, d'en faire notre métier. Parce que, mine de rien, si on arrive jusque-là, c'est pas pour à la fin dire ah bah c'était cool, allez, je retourne faire ce que je faisais avant. Enfin, non, on a une chance à ce moment-là qui arrive qu'une fois. Faut en profiter et réussir à au moins tout faire pour transformer l'essai. Et puis, même si ça marche pas, bah, de tout faire pour que ça marche. En fait, tu sors et tu as une médiatisation de dingue. Est-ce que tu as pris un peu la grosse tête? Non, À aucun enfin, moment? je crois pas. En fait, mais j'ai certains potes à moi d'ailleurs, très durs. C'était très compliqué cette période, qui ont cru, enfin, qui m'ont dit que si, mais parce qu'en fait, c'est juste qu'à un moment, c'est les 2 premières semaines, il y a trop d'infos en fait. Il y a toute ta vie qui a changé d'un coup, et, euh, et du coup, forcément, bah, tu as des milliers de messages, et du coup, bah, des fois aussi, les leurs se perdent un peu parce qu'il y en a beaucoup trop, et en fait, il faut le temps que tout ça Que ça se redescende. calme un peu aussi. Et j'ai eu beaucoup de discussions du coup avec eux par rapport à ça, et maintenant, c'est totalement OK. Mais c'est vrai qu'il y a aussi notre point de vue, et il y a aussi le point de vue des gens qui sont autour de nous, où eux peuvent avoir cette impression-là, mais en fait, c'est juste que c'est trop.
à gérer d'un coup pour une seule personne. Et des fois, je m'enfermais pendant 48 heures et puis tranquille, genre. Ouais. Le métier d'ostréiculteur, on oublie? On met en pause, une pause en CDI, mais on met en pause. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, peut-être pas. Tu sors encore plus inspiré? Qu'avant, pour écrire des chansons, oui, mais alors il faut que je fasse attention à ne pas faire que ça. Parce que comme c'est mon métier, j'ai l'impression de devoir tout le temps le faire. Alors qu'en fait, le truc, c'est que si je vais pas vivre d'autres choses, ça va être compliqué d'avoir des choses à raconter. Donc réussir à... Quelle magnifique perche, on te savait chanteur. Et là, tu nous as surpris en juin dernier, car tu as fait une apparition dans un épisode de la série Demain nous appartient. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne On question. est venu te chercher Ouais, encore une non. fois. Bah, en fait, le truc, c'est que comme cette série, elle est tournée à 7 et que moi, je venais de là-bas, donc au moment où j'étais dans les huîtres, comme c'est tourné à 7, euh, il faisait un épisode spécial fête de la musique. Et donc, en fait, il y a le producteur de DNA qui m'a appelé et qui m'a proposé de jouer mon propre rôle et en fait de venir chanter comme si je rentrais chez moi un peu pour l'été et de venir chanter dans la série. Donc, moi, je trouvais le concept était marrant. Donc, je me suis dit, bah, ok, carrément, on va le faire. Mais Et comment il t'a contacté sur les bah, réseaux encore une fois? comme c'est TF1, en fait, ça appartient au même groupe. Il y avait des équipes de com de TF1 qui m'avaient proposé qui m'avaient dit, ok, il y a ce gars qui va t'appeler. Ok. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce qu'on lui donne ton numéro? Je dis, bah oui, on peut s'appeler et en parler. Et, ça coûte pas grand-chose. Et en plus, non, bon feeling. Donc c'était cool. Et puis on a passé un trop bon moment pour faire ça. T'as aimé? Ouais, c'était cool. Ça te Après, donne envie de te lancer un peu dans le casting, dans l'acting? pour l'instant, non. J'ai aimé le vivre parce que je pense que c'est quelque chose à vivre. Mais après, de là à dire que je veux en faire beaucoup plus, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, vraiment, je suis full musique. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie de ça. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'était une très belle expérience. Full musique. Full musique. Travail, projet, nouveau projet. C'est cette EP, Me voilà. J'aime beaucoup ce titre. Pourquoi Me voilà? Pourquoi me voilà? Bah, c'est mon premier vrai projet à moi. Enfin, mon premier gros projet, quoi. Parce que pour l'instant, j'ai sorti des singles. Mais là, c'est vraiment... ok, tenez, me voilà. Ça, c'est moi. C'est mes chansons. C'est ce que j'ai envie de raconter. C'est là où j'ai envie d'aller. Donc, je trouve que c'était mieux que de l'appeler prologue. Là, c'est vraiment... Me voilà. Ça sort là, cette semaine, le 4 octobre. C'est la concrétisation de ton travail. Depuis combien de temps tu travailles sur ce projet? Bah, je pense que si... Depuis le début que j'écris, je pense. Malgré moi, ça a participé à ce projet. Donc, parce que là, il y a une chanson, le premier single du projet qu'on a sorti il y a une semaine, 10 jours, une semaine, que j'ai écrit il y a 4 ans, en fait. Donc, bien avant que toute cette aventure vraiment musicale, métier, commence, où c'était vraiment juste des textes dans ma chambre. Et donc, je pense que ça fait des années que je travaille dessus. Mais bon, vraiment, on s'est focus dessus. Ça fait depuis le mois d'avril-mai. C'est marrant parce qu'au début, tu disais ça va très vite, mais en C'est très long. réalisant finalement, à travers cette interview, chaque étape, c'est quelque chose qui se fait petit à petit en écoutant cette intuition, cette impulsion d'acheter une guitare et se laisser porter. Tu as des dates de concerts qui s'enchaînent. Tu as rempli le Café de la Danse début septembre, un succès. C'était ta première scène réellement? C'était ou... la deuxième. On avait Ok. fait la Boule Noire en juin. Et donc juste avant l'été et juste après l'été. En fait, vu que la Boule Noire s'est remplie en 10 minutes, on a direct fait OK, il faut qu'on annonce une autre date parce que là, c'est pas possible. On peut pas passer à côté d'un public qui serait prêt à venir. Donc on a dit OK, il faut qu'on trouve plus grand et très rapidement. Donc on a réussi à faire une date au Café de la Danse tout début septembre. Et non, ces deux dates se sont trop bien passées. La Boule Noire, c'était beaucoup plus intimiste, beaucoup plus... je me cache un peu derrière mon pied de micro, j'ai encore un peu peur. Parce que c'est la première fois que je fais 1 heure avec que des chansons à moi et des chansons qui sont pas sorties. Donc, faut capter le public. Enfin, il y a tout un travail à faire qui est beaucoup plus dur qu'avec des chansons qui sont déjà sorties. Et le Café de la Danse, là, c'était l'aisance au plus haut point. Et c'était trop, trop cool parce qu'on a vraiment vécu un autre moment qui était tout aussi beau et très différent parce qu'il y avait vraiment plus d'action dans le concert. Et j'ai pu du coup tester l'EP. Et les gens ne savent pas quelle chanson. Ils savent pas encore. Enfin, au moment du concert, ils savaient pas quelle chanson allait être dans l'EP. Et donc ça permet aussi de sonder.
Et ça va, je crois qu'on a fait les bons choix sur les chansons. Et là, les dates vont s'enchaîner. Le 13 novembre à Bruxelles, Cirque Royal Club. Le 16 novembre à Bordeaux, le Rocher de Palmé. Lyon, le 22 novembre, la Marquise. Nantes, le 23 novembre, Décadence. Bref, il faut te suivre. Les dates s'enchaînent. Qu'est-ce qui a changé? Souvent, les artistes nous disent « Ok, maintenant, je suis à ma place parce que je suis bien entourée ». Comment tu as créé ta team? Là, on est dans ce studio. Tu as... ton manager qui est là, ta manageuse qui est là, ton attaché de presse. Comment tu as créé cette team autour de toi? Avec énormément de chance. En fait, la chance, elle se crée. Mais là, j'ai vraiment eu de la chance. Ok. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un m'a contacté, enfin quasiment à chaque fois, en tout cas les premières personnes qui m'ont contacté au début pour se lancer dans le projet avec moi, pour me proposer de collaborer, à chaque fois, en fait, ça s'est trop bien passé direct. Il s'est passé quelque chose, que ce soit les personnes avec qui vraiment je produis de la musique, donc les compositeurs avec qui je travaille, que ce soit Clémence qui est ici, qui m'a contacté pour la partie management. Et en fait, à chaque fois que j'ai rencontré ces personnes-là, qui étaient les premières à m'avoir contacté, il s'est passé quelque chose où, direct, il y a eu une alchimie entre tout le monde. Et maintenant, on avance tous ensemble. Et on travaille autant qu'on va faire des trucs autres que le boulot, tous ensemble. Et ça, c'est trop bien parce que quand on travaille, mais à côté, on est amis. Et ça, je pense que c'est le plus important. Il y a une sorte de good vibes quand on est avec toi. Ce positivisme ne te quitte jamais. Si, bien sûr. Ah si. Et un soir sur deux, quand je suis dans mon lit, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'on a sorti la bonne chanson? Est-ce que je n'aurais pas dû l'écrire différemment? Bien sûr que si, c'est des montagnes russes. Maintenant que tu es artiste, que tu joues sur scène, que tu sors ton EP, est-ce que quelque chose a fondamentalement changé dans ta vie? Ton hygiène de vie ou C'est là où il nous dit je clope et je fume et je... Oh non, mais ça, c'était Non. déjà le cas avant. Mais non, peut-être que je sors un peu plus. Ok. Parce que il y a c'est un peu plus facile. Parce que je bosse pas de 9h à 18h. Donc il y a un truc un peu plus confort où le loisir prend plus de place. Mais à la fois, c'est pas non plus. Je suis pas dehors tous les soirs non plus. Mais au niveau de ma vie, vraiment perso, ça va plus être ça qui a changé. Et puis après, en fait, je rencontre énormément de gens. Et du coup, j'ai toujours des gens à aller voir. Donc, ouais, je pense que j'ai une vie sociale qui est beaucoup plus développée qu'avant. Les Mais tout rencontres. en faisant très attention parce que c'est quand même un milieu particulier. Et il faut toujours faire attention à qui on côtoie et à qui on fait confiance. Donc, Il y a quelqu'un qui te conseille justement non, je me fais confiance. Puis ton si un jour intuition. je me plante, j'aurai appris. Et Encore une fois, ton intuition. Grand corps malade. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de cette rencontre? de cette rencontre, on s'est rencontrés la première fois sur le plateau donc de l'émission et ça s'était trop bien passé. Et du coup, suite à ça, son manager m'avait proposé de passer les voir sur une date. Donc, pourquoi pas chanter avec lui sur un de ses titres. Et en fait, la veille, ils m'ont appelé en me disant Ok, est-ce que tu veux chanter un titre à toi? À ce moment-là, j'avais rien sorti. Je me dis Bah ouais, bien sûr. Du coup, je me suis retrouvé le lendemain sur scène à l'Arena de Montpellier devant 9000 personnes avec ma guitare. Donc, petite pression quand même. Et les 30 premières secondes, tétanisé. Et après, je me suis dit, ok, ça arrivera peut-être une seule fois dans ta vie, vas-y, profite et fais ta chanson. Et ça s'est trop bien passé. J'ai été tellement bien accueilli par lui, par son équipe. Enfin, c'est vraiment ce qui dégage dans sa musique, c'est vraiment la réalité dans la vraie vie. C'est que c'est vraiment que ce soit lui ou son équipe, c'est vraiment que des personnes ultra gentilles et très très vraies. Authentique. Complètement. Il semblerait que ce sont les valeurs qui t'incarnent aussi. J'espère. Est-ce que ce ne Je serait crois. pas le secret du succès en 2024, l'authenticité? Je pense que de toute façon, maintenant, il y a tellement de gens qui veulent faire ça que si on ment, il y a quelqu'un qui dira la vérité qui passera devant. Et... Oh, c'est une belle phrase, ça. Je suis fier de moi. C'est magnifique. On va en faire une citation. Me voilà le 4 octobre. Qu'est-ce que tu dirais au petit Victorien, à l'enfant? Je lui dirais de continuer à tout faire sur des coups de tête, qu'à un moment, il trouvera ce qu'il a envie de faire, et que s'il veut commencer à écrire, il peut le faire avant, et il peut même commencer tout de suite, et non, et qui peut être fier de lui, et que même s'il y a il y en a eu
des petites galères, ça ira quand même. Est-ce que tu manges encore des huîtres? J'en ai jamais mangé, j'aime pas ça. Victoria, à bientôt et merci À bientôt, pour ce merci doux beaucoup. moment. On se retrouve sur scène.